Donc bonjour Jérémy. Bonjour, Tu es qui? je suis Jérémy Zimmerman, je suis cofondateur et porte-parole de l'organisation citoyenne La Quadrature du Net. Nous défendons les libertés sur Internet. C'est qui les gens qui s'attaquent aux libertés sur Internet? Alors ils sont pleins, ils sont légions. Il y a aussi bien des acteurs industriels, par exemple les opérateurs télécoms qui veulent porter atteinte à la neutralité du net pour contrôler et discriminer nos communications sur Internet. Il y a les industries du copyright, disque et le film, qui voient Internet comme une télévision 2.0 et aimeraient pouvoir contrôler la diffusion des œuvres. Il y a aussi toute une partie de la classe politique qui a apparemment peur d'Internet comme une sorte de contre-pouvoir, comme un cinquième pouvoir, et qui de plus en plus ont tendance à s'allier avec les acteurs industriels pour passer toujours plus de législation portant atteinte à nos libertés fondamentales. On l'a vu en France avec la DOPI, la LOPSI, avec la censure des contenus. On le voit au niveau européen tous les jours, que ce soit avec les tentatives ratées d'adopter l'ACTA, que ce soit avec les velléités du commissaire Michel Barnier de renforcer le droit d'auteur, ou encore ces jours-ci avec la révision de la directive censée protéger les données personnelles et qui va peut-être ouvrir grand la porte aux entreprises américaines pour traiter, stocker et revendre nos données personnelles sans limite. Est-ce que tu pourrais résumer un petit peu Ouais. les points communs qu'il y avait entre ACTA, SOPA, PIPA? C'est quoi Ouais. le maître mot du Alors, combat que toi t'as mené ici, que Aaron Swartz a mené aux États-Unis? 2012 était une année clé pour nos combats, parce qu'à quelques mois d'intervalle, aux États-Unis, les internets ont battu SOPA et PIPA, alors que 3 mois avant, tout le monde disait bah, c'est impossible, vous ne pouvez pas battre Hollywood aux États-Unis, c'est pas possible. Et à quelques mois de ça, les internets en Europe ont battu l'ACTA. C'est important de mettre les deux événements dans une perspective, parce que ACTA, SOPA et PIPA, c'était globalement la même chose. C'est ce que les industries du disque et du film demandent depuis maintenant 5 ans. C'est un échelon de plus dans cette guerre contre le partage qu'ils mènent contre le public, contre nous, contre la société, contre leurs meilleurs clients. Jusqu'à présent, on se souvient des épisodes où ils avaient tenté un peu maladroitement de faire des procès à des individus à plus ou moins grande échelle et où ils s'étaient ramassés avec des pays notamment dans lesquels la jurisprudence avait dit bah non, télécharger c'est privé, donc c'est légal. Donc ça n'avait pas marché, puis ils s'étaient dit qu'ils allaient comme ça couper quelques têtes pour l'exemple et que ça allait dissuader tout le monde, intimider tout le monde. Ça a raté. Ensuite, on les a vus corrompre quelques gouvernements pour adopter des espèces de machins administratifs qui allaient contourner la loi, qui allaient automatiser une forme de pseudo-justice. Et c'était par exemple l'Adopi en France. Ben là aussi, échec total, le Conseil constitutionnel qui dit qu'Adopi viole la liberté d'expression. Une espèce d'Adopi 2 rafistolé à la hâte qui coûte 12 millions d'euros par an et qui n'a jamais condamné personne. ACTA, SOPA, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, on se dit voilà, après avoir tenté d'attaquer les gens au bout du réseau, après avoir tenté d'automatiser l'attaque des gens au bout du réseau, comme ça ne marche pas, on va maintenant mettre la répression au cœur du réseau. Et le principe commun à ces textes, c'est de dire les intermédiaires techniques de l'Internet, donc aussi bien le fournisseur d'accès comme Orange ou Free, ou un fournisseur de services comme un YouTube ou un Facebook ou un Google, vont devoir, eux, prendre des mesures préventives pour empêcher aux gens de partager des fichiers, pour empêcher le partage de la culture. Et là, il y a un problème grave, parce que, et d'une, dans un état de droit, demander à des acteurs privés de faire la justice, il y a un problème démocratique, et de deux, quand on va demander à ces acteurs économiques de prendre des mesures contre le partage, la seule chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est automatiser. Automatiser le fait de censurer les contenus, de bloquer l'accès aux contenus, d'effacer des contenus, des mesures qui sont ni plus ni moins que les mesures de censure qui sont déployées dans les régimes autoritaires à des fins politiques. Alors nous, ça faisait 4 ans qu'on travaillait sur ce dossier de l'ACTA. ACTA, c'était l'accord commercial anti-contrefaçon, c'est une espèce un accord multilatéral, donc c'est un machin un petit peu obscur. C'est 39 gouvernements qui se mettent autour d'une table et qui négocient. C'est pas démocratique, c'est pas le Parlement. Ces accords commerciaux, ça s'appelle accord commercial anti-contrefaçon. Normalement, ces accords commerciaux, c'est des pays qui vont s'entendre sur voilà, tu nous achètes des missiles, nous on va t'acheter ton cacao à tel prix, dans telles conditions. Et d'habitude, c'est purement commercial. Et là, dès le début, on a levé un lièvre. Dès le début, il se disait qu'on allait imposer des règles au sujet de la contrefaçon, pour lutter contre la contrefaçon, et en particulier pour lutter contre la contrefaçon sur Internet. En 2008, on a commencé à se saisir du dossier. On a dû se baser sur des fuites du texte qui avaient été orchestrées par Wikileaks à l'époque, pour voir que ce brouillon de l'ACTA contenait
ces mesures répressives dans lesquelles on fait porter le chapeau à des acteurs privés, que l'on transforme en une espèce de police privée du copyright. Et donc, ce faisant, on a battu la campagne dans le désert pendant des années pour alerter l'opinion publique, pour alerter les citoyens, pour leur dire voilà, là, il y a un problème grave. Quand 39 gouvernements négocient des règles qui vont avoir un impact sur notre liberté d'expression, sur notre façon de partager la culture, sur l'écosystème même d'Internet tout entier, là, il y a un problème démocratique majeur. Et pendant des années, on a recruté des associations, des citoyens, on a publié des analyses et des analyses, on a nous-mêmes fuité quelques versions de travail de l'ACTA. On a diffusé un film qui a été vu par 3 millions de personnes sur Internet. On a diffusé un flyer qui a été distribué dans les manifs. On s'est coordonné avec les gens aux 4 coins de l'Europe pour finalement balayer dans une espèce de contexte politique bouillantissime, de balayer nos adversaires par un vote au Parlement européen le 4 juillet dernier par 478 voix contre 39, dont 21 UMP français. Et donc, là aussi, ça a pris beaucoup plus longtemps que SOPA et PIPA, qui s'étaient déroulés sur une période d'environ 6 mois. Mais là aussi, 6 mois avant le vote au Parlement européen, on disait vous ne gagnerez jamais contre ACTA. C'est évident. Et finalement, on a gagné. Et donc, SOPA et PIPA aux États-Unis, c'était en quelque sorte la transposition de l'ACTA. Avant même que le Parlement européen l'accepte, parce que pour les négociateurs, c'est une simple formalité, les États-Unis avaient fait leur version de l'ACTA, un ACTA un petit peu boosté aux hormones, un ACTA à la sauce Wikileaks, où en plus d'attaquer les intermédiaires techniques de l'Internet, on attaquait aussi les intermédiaires financiers, comme le gouvernement US l'avait fait contre les prestataires financiers de Wikileaks. Mais ce qui est vraiment important, c'est que sur cette année 2012, les citoyens, les Internets tout entiers, ont gagné contre ces deux mastodontes qui étaient indéboulonnables. Eh ben, c'était impossible et on l'a fait. C'est Aaron Swartz qui expliquait que la veille du vote de SOPA, il y avait une liste comme ça de sénateurs qui étaient pour et ça qui était contre. Et le lendemain, c'était exactement l'inverse. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que les internets? Parce que c'est ça, effectivement, le truc, un des enseignements fondamentaux, c'est les internets. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que nous, la Quadrature du Net, on a été super véhément, super bruyant sur le sujet de l'ACTA. On a dû balancer 250 communiqués de presse, fait cette vidéo vue par 3 millions de personnes. Moi, j'ai dû intervenir dans 300 conférences sur le sujet. Et donc, des gens sont là, oh là là, bravo, la Quadrature du Net, vous avez battu l'ACTA. Non, c'est complètement faux. Nous, on a été un nœud du réseau. Et le réseau, c'était un réseau complètement informel qui évoluait au fil du temps. C'était les agriculteurs du réseau Semences Paysannes, c'était les séropositifs et militants gays et lesbiens de Act Up Paris, c'était les rétro-gamers 8 bits de mo5.com. C'est une coalition qui a dépassé les communautés de geeks, évidemment, qui a dépassé les communautés d'aficionados du logiciel libre, mais qui a également dépassé les frontières. On avait des gens de Nouvelle-Zélande qui nous soutenaient, qui relayaient nos communiqués de presse. On a des gens au Japon qui nous envoyaient des informations et qui traduisaient en japonais des informations qu'on publiait. Et donc, c'est les internets tout entiers, c'est tous les citoyens interconnectés à l'échelle globale au travers d'Internet qui ont contribué à repousser ACTA au Parlement européen. C'est pas seulement les citoyens de l'Union européenne. De la même façon que les citoyens américains tout seuls n'auraient peut-être rien pu faire contre SOPA et PIPA. Et c'est parce que tout le reste du monde regardait, parce que tout le reste du monde relayait, c'est parce que le nom de ces sénateurs qui soutenaient SOPA se retrouvait dans des communiqués sur des blogs et sur des pages traduites dans tout un tas de langues. Et quand ils voyaient ça, quand ils cherchaient leur nom sur Google, ils avaient la petite larme de sueur qui perlait à leur front. Parce que tu sais comme moi qu'un élu du peuple passe le plus clair de son temps à se googler pour voir ce que l'on dit de lui. Et donc quand il voit son nom sortir dans des langues qu'il ne comprend pas, il se dit « Ouh là là, je vais me faire allumer, il y a un problème grave ». Et c'est ça que l'on fait collectivement. On augmente le coût politique de prendre ces mauvaises décisions. Et quand l'Internet tout entier sert de caisse de résonance, ces sujets complexes, politiques, techniques, législatifs, se transforment en un mouvement social. En un mouvement social qui crée un momentum politique. Et ce momentum politique balaye les lobbies de l'industrie. Et c'est cette démonstration, par l'exemple, que l'on a faite aux yeux des citoyens du monde, à tous ceux qui pensent que l'on ne peut pas changer les choses, à tous ceux qui pensent que « oh, il n'y a rien à faire, c'est comme ça », eh bien non. C'est du boulot, c'est beaucoup d'énergie, mais on peut le faire.
Et comment t'expliques que sur les 38, c'est ça, 38 personnes qui ont voté pour ACTA, il y a 21... 39. 39. 39. Comment t'expliques que sur les 39 personnes qui ont voté pour ACTA, il y a 21 Français? 21 UMP français. C'est en grande partie, il faut lui rendre ça, dû à l'activisme forcené de Marielle Gallo, épouse de Max et eurodéputée élue sur cette liste de la gauche, de la droite de, comment ça s'appelle, la nouvelle gauche, la gauche moderne, voilà, le truc, le machin de Bockel. Bon, historiquement, il y avait Jacques Toubon qui était aussi un forcené que je qualifie de taliban du copyright, mais il n'est plus eurodéputé aujourd'hui. Elle, Jean-Marie Cavada, également au groupe UMP, et deux autres UMP français, était le carteron au propre de députés qui allaient convaincre tous leurs collègues que c'est très important, si on ne vote pas l'ACTA, on va tous mourir, on va perdre des jobs, etc. Enfin, il suffisait de regarder les documents envoyés par les lobbies hollywoodiens et les traduire en français pour savoir ce qu'ils disaient à leurs collègues. Et apparemment, la délégation française au Parlement européen a fait corps, au point quand même que le lendemain, Rachida Dati, interrogée sur le sujet, s'est sentie obligée de répondre « Ah ben non, moi je me suis abstenu, il y a peut-être eu un bug dans les machines de vote, je ne sais pas. » C'est Aaron Swartz qui expliquait que quand il a rencontré le sénateur qui avait proposé SOPA au pipa, je ne sais plus exactement, et quand le sénateur a vu que c'était Aaron Swartz, il a commencé à s'énerver, à piquer une colère monstre. Et c'était pour expliquer, mais on va contrôler Internet, je sais pas comment, mais on va contrôler Internet, regardez ce qu'ils font n'importe quoi. Enfin, c'est quelque chose de... ils perdent complètement leur sang-froid, on a l'impression que c'est complètement irrationnel, cette façon qu'ont des politiques ou qu'ont des industriels d'avoir peur de ce que tu appelles les internets, c'est d'avoir peur du fait qu'il y a des gens qui vont se permettre de partager ou qui vont se permettre de pouvoir lire des choses sans demander l'autorisation. Alors, bon, déjà, il faut se garder de toute généralisation. C'est vrai qu'il y a souvent une incompétence sur ces dossiers-là, mais pas tout le temps. Il y a aussi des politiques qui sont extrêmement compétents, comme Ron Wyden aux US sur SOPA et PIPA, comme Marietje Schaake, Françoise Castex, Amélie Andersdotter ou d'autres au Parlement européen, comme Lionel Tardy et Christian Paul en France, par exemple. Donc, pas généralisé, parce qu'on a aussi des alliés parmi ces politiques. Ensuite, il y a, à mon avis, une petite minorité de corrompus. Ceux qui sont là pour servir les intérêts de tel groupe industriel et qui, quel que soit le contexte politique, quels que soient les arguments, iront, quoi qu'il arrive. Il y a aussi cette peut-être aussi petite minorité de ceux qui servent vraiment l'intérêt général, qui connaissent peut-être pas le dossier, mais qui sont prêts à apprendre et à qui on peut aller parler. Et ça, c'est très important, parce que ceux-là sont très souvent la clé dans le débat. Et entre les deux, il y a ceux qui ne savent pas bien. Il y a ceux qui s'en foutent. Il y a ceux qui sont sur d'autres dossiers. Et c'est normal. On ne peut pas exiger d'un député qui connaisse à la fois le nucléaire, la sécurité sociale, la culture, Internet, le permis à points, etc. Donc chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais tout se joue à convaincre ceux qui sont au milieu, ceux qui ne savent pas. Et alors, il y a plein de biais psychologiques là-dedans. Effectivement, un lobby super installé va aller régulièrement les voir avec des jolis papiers dorés sur tranche qui vont leur remettre à la suite d'un bon repas. Ils vont se faire inviter à des avant-premières ou des trucs comme ça, ou dès qu'il y aura un discours, ils vont entendre que ce méchant Internet nous tue. Et ils vont quelque part rentrer dans ce moule, rentrer dans cette culture. Mais pas forcément parce qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont corrompus. Juste, ils ne sont en contact que des gens qui leur racontent les mêmes sornettes. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. C'est là qu'Internet, comme caisse de résonance, peut pousser des arguments beaucoup plus hauts, beaucoup plus forts que ces arguments sectoriels de ces petits groupes industriels. Donc c'est, d'un certain côté, ces arguments contre arguments, mais il ne suffit pas d'avoir raison, encore faut-il crier plus fort que l'autre. Il faut à la fois avoir raison et crier très très fort. Et c'est pour ça que nous, on s'attache à la Quadrature du Net, à commencer tous nos dossiers par de l'analyse. Les trucs qui emmerdent la plupart des gens, que peu de gens vont lire au bout du compte, mais de cette analyse rigoureuse des textes de loi, après, on peut ensuite décliner des messages qui ont du sens politiquement. On fait du contexte politique en étant ancré dans l'analyse. Et c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'on fait avec l'Internet tout entier. C'est ce qui s'est fait sur SOPA et PIPA aussi bien que sur ACTA. C'est ce qu'on fait avec les wikis. C'est ce qu'on fait avec les mailing lists, avec les canaux de discussion où on flame, où on troll. Tout ce que l'on analyse est public, tout est commentable et ouvert, tout est sur des wikis. Donc on s'assure d'avoir raison parce qu'on passe au travers
de la polémique parce qu'on est revu par nos pairs peer review. On se fait la revue collective les uns les autres des arguments que l'on pond. Et donc par ce processus participatif autour de l'analyse, on est sûr de ce que l'on avance et on peut ensuite aller au feu avec des messages politiques. Il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est dans les propositions que fait la Quadrature, l'idée que ce serait bien d'arriver à ce que l'argent... Juste un truc, parce qu'en fait j'ai oublié de répondre à ta question. Oui, c'est vrai, mais bon. Mais sur cette espèce de peur chronique de l'Internet, c'est vrai que ça existe. Et je pense justement que ça existe de la même façon chez certains politiques qui ont peur qu'Internet les empêche de se faire réélire, qui ont jusqu'à présent un plan de com tout tracé avec une boîte de com qui paye cher, avec des spots télé aux US, et en tout cas une stratégie électorale pour se faire réélire, point. Et qui, quand ils voient quelque chose d'autre apparaître, se disent « Oh là là, mon Dieu, ça pourrait ruiner mon plan ». Et ce réflexe-là, à mon avis, est le même que celui d'industriels qui étaient assis sur un tas d'or et se disaient « Bon, ben nous, on contrôle, voilà. On est l'industrie du disque, on contrôle les rayonnages de la Fnac, les playlists à la radio, qui on envoie sur les plateaux télé, on envoie nos pubs à la télé, et là, c'est du billard. On va de A jusqu'à Z, tranquillou bilou, et on sait ce qui va se passer. » Et qui voient 12 millions de sites, de protocoles, de trucs, de gus, de machins apparaître partout, et se disent « Mon Dieu, on perd le contrôle ». Et je pense qu'il y a vraiment un point commun là, c'est cette peur panique de la perte de contrôle d'acteurs établis, dominants, qui voient les jeunes, nouveaux entrants comme une menace. Et ça existait tout le temps. Tout le temps, les anciens au pouvoir s'accrochaient au pouvoir, essayaient d'empêcher les jeunes d'y parvenir. Mais aujourd'hui qu'on a une forme de pouvoir concentré aux mains d'acteurs industriels qui dépassent les frontières, on a ces espèces d'entreprises globalisées qui sont toutes puissantes. Qui peut faire plier Google sur quoi que ce soit aujourd'hui ? Qui peut faire plier un Microsoft ou un Apple ou des gens comme ça ? Donc on a cette forme de pouvoir qui est au-delà du pouvoir politique et qui est globalisé. Et qu'est-ce qu'on a comme contre-pouvoir en face de ça ? Je pense que le seul contre-pouvoir, ce serait une force citoyenne elle-même globalisée. Donc un Internet universel, donc un Internet global, donc un Internet libre. Ce qui me fait penser à un autre truc, c'est que le point commun entre certains représentants politiques et certains industriels de la culture, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux, en tout cas sur Internet. Tu peux accéder à la culture sans passer par le filtre de certains éditeurs ou certains industriels, et tu n'as pas forcément besoin d'un maire ou d'un représentant pour aller lire. Tu as besoin qu'ils te protègent. Mais c'est comme si ils avaient besoin de justifier leur poste, justifier leur salaire, et donc pour justifier, il faut qu'ils remettent de la verticalité, remettent de la hiérarchie, remettent du contrôle. C'est toi qui l'as dit. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. Juste, tout à l'heure, tu m'as coupé pendant que j'étais en train de poser une autre question, mais c'est pas grave, c'était très bien. Un truc qui m'intéresse vachement dans les propositions que vous avez faites, c'est l'idée que si on doit reverser de l'argent qui serait collecté sur Internet, c'est pas seulement aux professionnels de la profession des artistes, c'est pas seulement aux gens qui sont inscrits en tant que professionnels de la profession, mais c'est aux gens qui contribuent, et que quelqu'un qui ferait un GIF animé, quelqu'un qui anime un site de façon bénévole, est tout autant créateur que quelqu'un dont le métier est d'être un chanteur professionnel ou un tourneur. Et d'envisager la notion de création, pas seulement parce que tu es un professionnel de la profession. Ouais. Alors l'aspect proposition, c'est un truc essentiel pour nous. Au début de la Quadrature du Net, on s'était dit qu'on allait faire 50% de temps en opposition et 50% de temps en proposition. En réalité, on a fait 80% d'opposition parce qu'on a eu Adopi, le paquet Télécom et Acta, et que c'est un flot constant d'attaques sur nos libertés. Mais là, pour la première fois, sur cette question du droit d'auteur, on a pris le temps de vraiment structurer notre aspect propositionnel, et ça devient un dossier à part entière. Je m'explique. Ça fait 15 ans que l'on voit s'empiler des mesures répressives toujours plus dangereuses, qui vont toujours plus loin pour attaquer nos libertés fondamentales, et qui partent toujours de la mauvaise définition du même problème. Le partage, c'est mal. Le partage, ça tue. Donc nous, ce que l'on dit, c'est qu'une fois pour toutes, il faut tordre le cou à ces mensonges, et qu'il faut mettre un terme à cette guerre contre le partage. Qu'il n'y ait pas le SOPA d'après, le ACTA d'après, la Adopi d'après, mais que l'on tourne la page et que l'on passe à autre chose. Et pour cela, on est obligé de regarder en face la façon dont la culture
se fait aujourd'hui, dont la culture se crée, dont la culture se partage aujourd'hui. Et c'est ce que tu disais sur la redistribution des cartes entre les différents rôles. Les intermédiaires qui, hier, étaient tout puissants et faisaient tout, ben aujourd'hui, ils pourraient être réduits au stade de conseil. Ils pourraient accompagner les artistes pour des prestations qui seraient fixes et non pas pour 80% du produit des ventes. Et donc ça, c'est des choses qui pourraient évoluer. Mais nous, ce que l'on dit, c'est qu'avant tout, il faut regarder aujourd'hui à quoi ressemble notre culture. Et aujourd'hui, notre culture, elle est basée sur le partage, sur le remix, sur le copier-coller. Il suffit de regarder la moindre des plateformes de vidéo en ligne, il suffit de regarder même ce que les publicitaires eux-mêmes commencent à récupérer en sentant ce qu'ils estiment être l'air du temps, pour voir que le partage et le remix sont partout. Chacun aujourd'hui, avec un ordinateur à 100 €, peut prendre des bouts de vidéo, les passer à l'envers, changer le son, rajouter quelque chose par-dessus, mettre une image drôle à la fin, et changer le sens d'une œuvre et en faire son interprétation, en faire son œuvre. Ce n'est pas nécessairement une parodie qui est couverte par le droit d'auteur, ça peut être tout simplement un mode d'expression. Nous, on a fait une parodie de... Alors, il se trouve que c'était parodique, mais on a remixé Brasil de Terry Gilliam pour illustrer l'Adopi. Eh bien, tu ne crois pas qu'on s'est fait censurer? Notre vidéo s'est fait retirer de la plateforme Vimeo, sans doute au nom du droit d'auteur. On a essayé, lettre d'avocat à l'appui, de faire remettre la vidéo. Eh bien, impossible. Donc, quand des pratiques culturelles qui aujourd'hui sont ultra répandues sont considérées comme illégales, le problème, ce n'est pas la pratique culturelle. Le problème, c'est la loi. C'est la loi qu'il faut changer. Donc au même titre que le remix est légitime et fait partie de notre culture aujourd'hui, enfin je veux dire, le début du hip-hop, c'était le début des années 80. Donc quand on dit aujourd'hui, ça fait juste depuis 30 ans. Au même titre que le remix fait partie de notre culture aujourd'hui, le partage est légitime. Et le partage, c'est pas Kim.com et les méga uploads qui se font du blé sur le dos de cette activité-là. Moi, je te parle du peer-to-peer. Je te parle de l'échange de disques durs ou de clés USB. Ce qui se faisait dans les cours de récréation, avec les cassettes avant. Ce qui s'est toujours fait. Ce qui s'est toujours fait. Quand un individu va voir un autre individu et lui dit « Hey, j'aime ça, j'ai envie de te le donner », c'est comme ça que la culture se propage. C'est comme ça qu'elle existe. La culture n'existe que si elle est partagée. Et à partir du moment où on a notre culture qui se fait comme ça, et c'est la réalité, et qu'on a une loi qui va toujours plus loin, se déconnecter de cette réalité, nous, ce que l'on dit, c'est simple, il faut changer la loi. Et donc, on a nos propositions sur le site de la Quadrature pour réformer le droit d'auteur et les politiques culturelles associées, dans lesquelles on dit, sans prendre de gants, on dit le partage d'œuvres numérisées entre individus et sans but de profit doit être légal. Point. Il y a au moins 3 façons différentes de faire ça en droit, on s'en fout, il faut que ce soit légal. Et là, on sonne la fin de la récré, c'est la fin de la guerre contre le partage, et là on peut réfléchir à d'autres choses. On peut réfléchir par exemple à comment collectivement financer la culture, financer la création. Aujourd'hui en France, on a un nombre incalculable de modèles mutualisés de financement de la création. Il y a le CNC pour le cinéma, qui a un nombre, je ne sais pas combien il y a de sources de financement dans le CNC, il y a les ventes de tickets, il y a les chaînes de télé qui payent quelque chose, il y a ceci, il y a cela, et tout ça ensuite va financer notamment les premières œuvres de jeunes cinéastes. Il y a la SACEM, la gestion collective, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Le manque de transparence et les pratiques un petit peu mafieuses font qu'il y aurait vraiment besoin de gros coups de Karcher là-dedans. Mais sur le principe, c'est, je crois, 750 millions d'euros par an qui sont collectés par la SACEM et qui sont répartis de façon plus ou moins louche derrière. Il y a cette redevance pour copie privée, ou quand on achète à l'époque des cassettes vierges, et puis des CD vierges, et maintenant des DVD vierges, ou des clés USB, ou des disques durs vierges, on paye un montant qui ensuite doit être distribué. Et là encore, il y a des abus dans tous les sens, et il faudrait remettre tout ça à plat. Ce que je veux dire, c'est qu'un financement mutualisé de la création, c'est pas une idée farfelue. C'est pas un truc dingue, c'est pas le call-cause. Et nous, ce que l'on dit, c'est qu'un tel mécanisme de financement mutualisé de la création pourrait tout à fait coller à Internet et aux nouvelles pratiques culturelles. Si sur les accès au débit, on prélevait quelque chose de l'ordre de 2 à 10 euros par mois, et qui ensuite serait, par un autre organisme que celui qui collecte, pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, réparti de façon transparente, en fonction de sondages qui seraient effectués à partir de données ouvertes, anonymisées et statistiques, on pourrait commencer par financer la musique, puis financer le cinéma, puis on pourrait financer la photographie qui se porte assez mal aujourd'hui. On pourrait comme ça financer la presse, on pourrait financer les blogs,
etc., etc. Sauf que, au ministère de la Culture et dans les lobbies des industriels établis, on ne veut pas en entendre parler. Pourquoi? Pour eux, cette contribution créative, c'est un gros mot. Parce que ça remet en cause le modèle établi, tout simplement. Et parce que pour eux, le partage, ça reste le bouc émissaire idéal. C'est le prétexte qui justifie qu'ils peuvent toujours aller chouiner, demander une nouvelle loi, aller demander des crédits d'impôt et des ceci et des cela. Le grand méchant Internet, c'est devenu la chasse aux sorcières pour ces industries-là. Et ils sont tout puissants au ministère de la Culture. On voit ce jeu de chaises musicales qui fait que les membres d'un cabinet vont ensuite aller bosser dans les boîtes, qui vont ensuite se faire racheter par machin, qui vont ensuite envoyer des gens au cabinet, etc., etc. Et il y a un truc complètement consanguin et tout à fait malsain au ministère de la Culture aujourd'hui, exactement de la même façon que lors des précédentes législatures. En France en particulier, sur ces sujets-là, rien ne change, il y a une chape de plomb. Et s'il doit se passer quelque chose là-dessus, je te parie que ce sera dans d'autres pays. Ce sera peut-être dans d'autres pays d'Europe, peut-être aux Pays-Bas, peut-être en Allemagne, ce sera peut-être au Brésil, ce sera peut-être en Inde, je ne sais pas. Mais en France, on sera les derniers. On est vraiment dans cette configuration qui est très monarchique où tu as... oligarchique même. Oligarchique où tu as le peuple, et puis tu as ceux qui ont plus de droits que le peuple, parce qu'ils côtoient des artistes, parce qu'ils ont des invitations pour aller au ministère, parce qu'ils sont élus du peuple, et eux, ils ont le droit de parler, toi, tu as le droit de te taire. C'est ce que tu racontais tout à l'heure sur Minitel 2.0, sur le fait que l'Internet, le problème d'Internet, c'est que les gens s'expriment, et que c'est super flippant. C'est quand tu vas t'exprimer une fois tous les 5 ans au vote, ça va? Non, objectivement... Ou au supermarché pour acheter un disque. Objectivement, je pense que ça change énormément de choses à tous les niveaux de notre société que n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est une bonne chose, mais ça change tout. Ça change la façon dont on fait l'actualité. Tu vois que maintenant, les journalistes, ils sont en train de se branler la nouille sur Twitter. Ils voient passer un truc sur Twitter et ils en font une news. Et ils sont plus à passer des coups de fil et à enquêter. Ça change la façon dont on fait la politique. Parce que là encore, les politiciens maintenant répondent sur Twitter lorsque quelqu'un va les houspiller ou quoi, et rentrent dans des jeux pas possibles et se font piéger comme ça. Et donc, on est dans une phase de transition où, parce que chacun a cette potentialité d'expression et de participation sur Internet, chacun tâtonne, apprend à s'en servir, au même titre que tous les acteurs de la société se prennent dans la gueule, comme une espèce de tsunami, cette nouvelle caractéristique. Et c'est pas aussi évident que de dire « Ah ben ça y est, maintenant tout le monde peut s'exprimer ». Non, tout le monde peut s'exprimer et il va falloir mettre en œuvre toutes les conditions, tous les moyens pour que l'on puisse intégrer cette nouvelle participation de chacun dans les processus politiques, dans les processus démocratiques et dans le fonctionnement de notre société. Et on n'a pas les réponses universelles à ça. Il va falloir expérimenter. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est du rôle des gouvernements et des pouvoirs publics de défendre nos libertés fondamentales sur Internet plutôt que les attaquer. Ça sonne comme une lapalissade. Mais au lieu de passer des adopies, des lopsies et des cochonneries dictées par des groupes industriels, ils devraient se demander comment garantir que chacun puisse s'exprimer, comment garantir que chacun puisse accéder à la culture et la partager, comment garantir que chacun puisse trouver sa place dans cette nouvelle société. Et c'est ça l'objet de nos propositions. On sonne l'alarme au pouvoir public en disant « Votez des textes, faites adopter des textes qui vont protéger nos libertés sur Internet, comme une législation protégeant la neutralité du net, comme la légalisation du partage non commercial entre individus. » Parce qu'après, il sera trop tard. Parce que si vous laissez encore plus nos libertés se faire déconstruire, il sera trop tard pour les protéger, il n'y aura plus rien à protéger. Et donc ça, c'est un message politique qui est, je pense, fort, universel, et que l'on se doit, en tant que citoyen amoureux de l'Internet, de porter. Et ça tient en 3 mots. Défendez nos libertés au lieu de les attaquer. C'est un truc que je comprends maintenant, que je n'avais pas compris auparavant, c'est que dans les années 90, quand l'Internet est arrivé, tout un chacun avait la possibilité de s'exprimer, c'était essentiellement par écrit. Et là, ce que tu es en train de défendre, et enfin pas que toi, mais ce que tu représentes, c'est la possibilité pour tout un chacun d'être créateur, de créer. De participer. Et en face, il y a des gens dont c'est le métier de vivre sur le dos des artistes et qui voient ça d'un très très mauvais œil, qu'il y a des gens qui ne soient pas des professionnels de la profession, qui eux aussi se permettent de créer. Mets-toi à la place d'un éditocrate qui est payé pour donner son opinion, alors que chacun fait ça gratuitement maintenant. Tu te sentirais pas un peu menacé? C'est normal. Non, mais c'est normal. C'est normal, c'est compréhensible. L'élite. Maintenant, quand les conséquences de ce sentiment d'une élite d'être menacée, quand les conséquences sont des attaques sur nos libertés fondamentales,
qui pourrait avoir un impact sur l'architecture même de ce réseau universel qu'on s'est crevé la paillasse à construire, là, on a un problème de société. Et là, il va falloir agir pour le régler. Merci. Je crois qu'on va se revoir. Quand tu veux. Ça marche. Il se lève et il part.